Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce quatrième atelier du Web Forum intitulé Rivage en mouvement, territoire d'adaptation. Aujourd'hui et le 24 mars, nous traitons de la biodiversité littorale et de son adaptation au changement avec un S. Et pour ce faire, je vais vous proposer un petit programme. Merci à Mathilde de m'afficher la deuxième diapositive. Alors, nous allons avoir un premier temps avec 3 fois 20 minutes autour de 3 présentations d'illustrations. Le premier cas, c'est Quel avenir pour les habitats de roselières littorales d'Occitanie par Clara Rondeau de l'ADENA, qui était gestionnaire des sites du conservatoire littoral sur la réserve naturelle nationale du Bagnas. Ensuite, nous aurons une présentation d'un indicateur d'évaluation et de prédiction de l'état écologique d'un site dans un contexte de dépoldarisation par Marianne Debu du Muséum d'histoire naturelle. Et puis enfin, nous rejoindrons Arthur Kerr de l'Université de La Réunion pour une présentation autour de la recherche universitaire, de la recherche universitaire à la gestion opérationnelle des falaises littorales en territoire insulaire, avec un exemple autour du GECO vert de Manapani à La Réunion. À l'issue de cette petite heure de présentation très magistrale, nous allons vous diviser en 3 sous-groupes. 3 sous-groupes à partir de salles de réunion qu'on vous proposera à l'issue des 20 minutes et vous choisirez en fait les 3 questions que vous allez traiter avec chacun un animateur qui sera également votre rapporteur autour de 30-35 minutes avant une petite séquence de rapportage de vos réflexions en séance plénière où vous allez tous revenir dans cette salle-là. Sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est de passer au cas d'illustration numéro 1. Auparavant, quelques consignes. Vous avez en bas de votre barre d'écran Zoom, un centre d'éléments. Nous allons vous proposer quelques petits sondages durant les présentations. Vous avez un chat de discussion que vous pouvez activer, qui est activé pour tout le monde et qui vous permet à la fois de discuter avec l'ensemble de la plénière et de poser vos questions, de rapporter vos incompréhensions, mais également de pouvoir vous adresser les uns aux autres pour parler de manière individuelle et faire un peu de buzz en dehors. Je vous propose que Clara, notre première intervenante, vous présente son sujet. Bonjour à tous. Comme vous le savez, le changement climatique est aujourd'hui une préoccupation majeure pour les gestionnaires d'espaces naturels et encore plus pour les gestionnaires de zones humides. Parmi les habitats vulnérables au changement climatique, ceux dépendants de l'eau douce seront considérablement menacés dans les années à venir. Et parmi ces derniers, en fait, on va retrouver un habitat en particulier, les roselières, qui fournissent de nombreux services. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons échanger, discuter autour d'une question globale. Quel avenir pour les habitats de roselières littorales en Occitanie? Parce qu'effectivement, ces habitats emblématiques de nos zones humides fournissent de nombreux services, notamment pour l'homme, services d'épuration des eaux, protection contre l'érosion et les crues, frein naturel à la progression du biseau salé. Mais les roselières représentent également de véritables puits de biodiversité. Donc aujourd'hui, on va principalement parler, quand je vais dire le terme roselière, on va principalement parler d'un habitat en particulier qui est la phragmité. Donc on voit une photo en bas à gauche, c'est-à-dire un habitat de bordure de berges, d'étangs, de cours d'eau, dominé par une seule et même plante, le roseau commun. Donc les résultats qui sont présentés aujourd'hui ont été produits dans le cadre d'un projet qui s'est déroulé de 2019 à 2021. Ce projet s'intitule « Vers une stratégie de conservation à long terme des roselières littorales en Occitanie ». L'objectif de ce dernier, c'était de travailler au travers de 4 axes afin d'étudier la situation actuelle de cet habitat, mais aussi la situation à venir. Ainsi, au travers d'un premier axe, nous avons étudié quel est le potentiel d'accueil pour la faune paludicole. Au travers d'un deuxième axe, nous avons cherché à développer un outil en commun pour étudier de façon harmonisée les roselières et ainsi diagnostiquer le bon état de fonctionnement. Enfin, et c'est d'ailleurs ce qui nous anime aujourd'hui au travers du Web Forum, quel avenir face aux risques climatiques? Et enfin, dans le cadre de ce projet, nous avions également prévu un 4e axe pour sensibiliser aux enjeux de cet habitat.
Donc, l'emprise de ce projet et toutes les données que je vais présenter aujourd'hui concernent le littoral de l'Occitanie, avec les 4 départements allant des Pyrénées-Orientales jusque dans le Gard. Et ce territoire a couvert 1300 hectares de fragmités sur 11 275 hectares de zones humides. Cela représente une trentaine de sites, mais ce qui était vraiment très riche, c'est qu'on a pu travailler avec des structures gestionnaires très diverses, très variées, avec des moyens humains, des moyens financiers parfois très différents. Et on a pu être accompagné par 18 partenaires techniques et financiers parce que, comme vous allez le voir, ce projet a touché à de nombreuses thématiques et de nombreux sujets. Alors, tout d'abord, pour s'intéresser à l'avenir de cet habitat, il faut savoir qu'on ne peut pas uniquement se baser sur le changement climatique. Parce qu'en effet, l'habitat roselière, ce n'est pas un habitat à l'équilibre, c'est un habitat qui est temporaire, c'est un habitat qui est situé sur une frontière entre milieu terrestre et milieu aquatique et dont il y a un fonctionnement naturel à soit s'atterrir ou encore de basculer vers une dynamique de végétation différente en fonction des contextes des sites. Donc, avant de pouvoir parler de la situation future par rapport au changement climatique, c'est important d'intégrer la situation actuelle concernant le bon état de fonctionnement des roselières sur le site du projet. Et ensuite, en seconde partie, je vais vous présenter la situation future, c'est-à-dire quel est le risque de perte de fonctionnalité à venir face au contexte de changement climatique. Alors, on attaque d'abord par la situation actuelle. Pour pouvoir répondre à la situation actuelle, on a produit dans le cadre du projet un protocole en commun, un protocole harmonisé, qui aujourd'hui est repris au sein d'un guide technique en 4 parties à destination des gestionnaires. Ce guide technique, en fait, il présente un socle commun qui permet d'évaluer le bon état de fonctionnement des roselières. Par bon état de fonctionnement, on cherche à caractériser, d'une part, sa capacité d'accueil pour les espèces paludicoles, et ensuite, d'essayer d'évaluer quelle est la dynamique actuelle de l'habitat, c'est-à-dire quel est son niveau de vulnérabilité face aux risques climatiques, afin d'essayer de guider, d'accompagner les gestionnaires pour adapter la gestion pour une conservation à long terme. Alors, les résultats qui sont produits par ce protocole harmonisé, il faut savoir qu'ils sont produits à une échelle très précise, très localisée sur les sites. On a à chaque fois une évaluation du potentiel d'accueil à chaque massif de roselières différentes sur le site, mais qu'on peut synthétiser au travers d'une cartographie à l'échelle régionale. Sur cette cartographie, on observe 4 catégories aujourd'hui de fragmités. Certaines sont reprises avec une vulnérabilité forte, c'est-à-dire qu'elles sont en cours de dégradation et qu'elles risquent de disparaître à court terme. Ensuite, il y a une vulnérabilité moyenne qui est liée d'ailleurs au fonctionnement intrinsèque même de cet habitat. On l'a dit, ce n'est pas un habitat à l'équilibre. Ensuite, une vulnérabilité faible. Et enfin, on a identifié également des roselières différentes où on avait d'autres espèces végétales que le roseau commun. Alors, quelle est la conclusion par rapport à la situation actuelle ? Eh bien, on a pu identifier que sur ce territoire, les principales causes de dégradation et de risque de voir cet habitat disparaître à court terme, c'est d'une part le stress anoxique et ensuite des intrusions salines. Donc, pour la première question liée à la situation actuelle et au devenir de l'habitat, si on ne prend pas connaissance du volet changement climatique, on note que 60% des roselières présentent une forte vulnérabilité face au processus d'anoxie et aux intrusions salines. Alors, au regard de ce chiffre qui peut paraître impressionnant, il y a bien évidemment des gestionnaires qui vont mettre en œuvre des actions de gestion pour améliorer la situation. Passons maintenant au volet changement climatique. Alors, pour identifier quelle est la perte de fonctionnalité à venir, on va d'abord présenter quelles sont les menaces sur cet habitat. La première menace est liée aux besoins en eau. En effet, c'est un habitat, on l'a dit, entre milieu aquatique et milieu terrestre qui nécessite un minimum d'eau tout au long de l'année et ces calendriers en eau vont être perturbés dans le cadre effectivement du changement climatique. Ensuite, c'est un habitat principalement lié à l'eau douce, bien qu'il tolère la présence de sel. Les intrusions salines de façon récurrente sont problématiques et donc c'est une menace sur ces roselières localisées en bordure du littoral. Troisième menace, les risques de submersion marine. Et enfin, les risques de ne pas trouver de secteur de repli liés soit par l'absence de conditions hydrogéomorphologiques favorables ou la pression d'artificialisation.
Alors, pour les intrusions salines, je n'ai pas de projection à vous proposer aujourd'hui parce qu'on n'a pas de données là-dessus. Donc, nous, ce qu'on a fait dans le cadre du projet, c'est de proposer un réseau de surveillance en installant et en équipant des sites avec des piézomètres équipés de sondes qui prennent des mesures donc horaires. Les données sont à venir. Par contre, pour les 3 autres menaces, on a produit des résultats à l'échelle des sites qui peuvent être synthétisés à l'échelle régionale. Et c'est ces 3 résultats qui nous permettent de nous projeter pour réfléchir à la perte de fonctionnalité à venir. Alors, concernant les besoins en eau, on a utilisé un outil très intéressant qui est disponible en ligne, qui s'appelle Marocel, et qui permet de paramétrer son marais et d'essayer d'évaluer quelle sera l'évolution des volumes d'eau à gérer par rapport au changement climatique. On a étudié 16 sites avec la situation actuelle, 2050 et 2100, pour essayer d'identifier quels seraient les besoins supplémentaires par rapport donc, au changement climatique. Et il est à retenir que globalement, ce qui est surtout perturbant, ce n'est pas tant les volumes d'eau disponibles, mais la période à laquelle ces volumes d'eau seront là, donc le respect des calendriers de gestion aujourd'hui définis sur les sites du Conservatoire du littoral ou les sites donc, de ce projet. Alors concrètement, Marocel nous a permis d'identifier 2 modes de gestion sur lesquels je vais revenir en fin de présentation, dont les calendriers et ou les volumes ne semblent pas en accord avec un contexte de raréfaction de la ressource en eau. Pour la submersion marine, on a travaillé avec le BRGM. Le BRGM a mis à jour une carte concernant les risques de submersion. Et cette cartographie intéressante permet d'identifier la date, le pas de temps. On a travaillé sur 3 pas de temps, 2050, 2100 et plus de 2100. Le premier pas de temps à partir duquel le site verra un scénario de submersion impacter le bon fonctionnement de sa roselière. Donc, on a 3 scénarios permanents, c'est-à-dire que la roselière sera connectée à la mer par des conditions météorologiques moyennes, normales, récurrentes, et bien comme son nom l'indique, ce sera de façon récurrente au cours de l'année, mais c'est bien de noter par conditions météorologiques normales, moyennes, et ensuite exceptionnelles, ce sont des submersions marines, cette fois en cas de tempête. Au regard de cette cartographie, on peut d'ores et déjà identifier qu'il y a 55% des sites qui seront touchés de façon permanente ou récurrente par les submersions marines. Donc, dès 2050, cela signifie que 55% des sites du projet verront une perte de fonctionnalité majeure de leur roselière, parce qu'effectivement, par rapport aux besoins de la roselière, de son fonctionnement, les conditions ne sont pas positives en cas de submersion marine permanente ou récurrente. Le roseau commun tolère le sel, mais par contre, une fois que le sel est dans le système, il y a un véritable phénomène de concentration et d'évaporation, et le roseau commun ne tolère pas une situation permanente des pics de salinité supérieurs à 20 grammes par litre pendant une durée de, la bibliographie cite 2 à 3 mois. Donc, cela signifie la perte aussi d'une continuité au sein de la trame de roselière sur le territoire de l'Occitanie. Donc, on s'est posé la question pour ces roselières submergées de façon permanente ou récurrente, est-ce qu'il existe des secteurs de repli favorables? On a mis en place un protocole, par manque de temps, je ne pourrais pas m'attarder sur la méthodologie, mais retenons simplement que nous, on a cherché des secteurs où l'hydrogéomorphologie permettrait un recul naturel de la zone humide et où on a une faible pression d'artificialisation. On a donc au total 16 sites classés et identifiés à risque, sur lesquels on a essayé de produire donc une cartographie. On illustre ici la cartographie produite sur la réserve naturelle nationale du Banias. Et on a identifié effectivement des zones potentiellement favorables parce que les conditions hydrogéomorphologiques le permettent. Et attention, on insiste là-dessus, il faut savoir que c'est vraiment une approche uniquement liée à la biodiversité et au site du projet. Le grand défaut de cette méthode, on le conçoit, c'est qu'on n'a pas pris le volet socio-économique en considération. Et notre méthode d'éviter les zones artificialisées nous a poussé à sélectionner des zones de repli potentielles sur des secteurs agricoles. Et donc, attention, que c'est vraiment juste une démarche très prospective d'identification de secteurs de repli et qui nécessitera d'autres études et d'autres travaux, bien évidemment, dans les années à venir. Concrètement, on a identifié des secteurs de repli possibles sur 10 sites prioritaires. Par contre, sur 6 sites, comme vous le voyez sur la cartographie ici présente, on n'a pas pu, avec notre méthode, identifier de secteurs de repli pour 3 raisons.
soit il y avait une trop forte pression d'artificialisation, soit il y avait une absence de zone humide potentielle dans la périphérie immédiate. Cela signifie que les conditions hydrogéomorphologiques n'étaient pas favorables. Ou alors, le niveau en périphérie immédiate, l'altimétrie, ne permet pas un repli à cause de la submersion marine. Et donc actuellement, si aucune zone de repli n'est préservée, on a mis en lumière que la submersion marine pourrait être responsable d'une perte de continuité majeure au sein de la trame. C'est important de prendre en considération aussi le fait que les conclusions qui sont apportées ici sont uniquement centrées sur les sites du projet. On ne prend pas actuellement en considération toutes les roselières qui pourraient apparaître sur le territoire suite à un recul ou à plusieurs reculs de différentes activités. Donc, pour répondre à la perte de fonctionnalité à venir, reprenons les résultats liés tout à l'heure à la vulnérabilité actuelle. On a observé au total des sites donc, qui risquent de perdre une fonctionnalité majeure à court terme à cause du stress anoxique et de l'eutrophisation. C'est bien de le séparer. On a parmi les sites identifiés comme très vulnérables dans un court terme, des sites où on rencontre un problème de salinisation. Alors, pourquoi les séparer? C'est parce que les sites ici identifiés qui rencontrent un problème de salinisation, c'est bien plus facile d'agir en tant que gestionnaire sur un site lorsqu'on est face à un problème de stress anoxique qu'un problème de salinisation. Car malheureusement, les sites ici identifiés, c'est des sites pour lesquels on voit déjà finalement le changement climatique perturber le bon fonctionnement et provoquer des intrusions salines. Et là, par contre, le gestionnaire, effectivement, a moins de levier d'action sur ce facteur-là que pour le stress anoxique et l'eutrophisation. À cette cartographie-là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cumulé le changement climatique et on a essayé d'identifier dans ce changement climatique les principaux facteurs actuels qui seront responsables d'une perte de fonctionnalité à venir. On l'a fait en attribuant une note de 0 à 3 aux côtés d'un groupe d'experts pour essayer justement d'évaluer quel serait ce facteur principal de perte de fonctionnalité à venir, cumulé à la perte de fonctionnalité actuelle. Ce qui nous donne cette cartographie. Cette cartographie, qui fait office aussi de conclusion pour mon intervention, présente les facteurs dominants responsables de la perte de fonctionnalité à venir sur les sites du projet. Attention, de manière très fixiste, je l'ai dit, je le rappelle, on n'a pas pris en considération l'évolution du territoire, par exemple liée à l'apparition d'autres roselières, et on n'a pas pris non plus en considération les actions de gestion qui sont dès aujourd'hui choisies pour l'année 2022 et 2023 par les gestionnaires. Donc actuellement, on a évalué une perte de fonctionnalité majeure de 60% des roselières, ça correspond à 20 sites, à l'horizon 2050, si aucun secteur de repli n'est préservé et si, comme je viens de le dire, aucune action ou réorientation de gestion n'est envisagée. Et cela aura pour conséquence un morcellement de la trame turquoise, et ça, c'est très dommageable pour les espèces et les peuplements d'oiseaux associés parce qu'on a besoin d'une continuité au sein de cette trame pour que les habitats fonctionnent. Et on aura également une perte de potentiel d'accueil, c'est-à-dire un risque de diminution des effectifs pour toutes les espèces paludicoles, ainsi qu'une modification de la structure des roselières suite aux intrusions salines. Effectivement, le sel provoque des roselières plus petites, avec des roseaux plus petits. Ça impacte les espèces qu'on va retrouver dedans. Et donc, il est possible, et même identifié dans le cadre de ce projet, que le potentiel à l'échelle régionale soit clairement moins favorable pour le héron pourpré, le blanc josselin et la rousserolle turdolite. C'est important aussi de noter, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'incompatibilité entre la ressource en eau disponible et deux modes de gestion des niveaux d'eau. Alors, ces modes de gestion, ce sont les suivants. Donc, actuellement, on a des sites sur lesquels la gestion hydrologique est réalisée en faveur d'une espèce emblématique, et un enjeu fort, le héron pourpré, qui a besoin de fragmités très hautes avec des roseaux de gros diamètre. Et ces fragmités-là, comme je l'ai dit, à cause des intrusions salines, seront de plus en plus rares. Et d'autant plus que ces fragmités-là nécessitent des grands volumes d'eau, et notamment des hauteurs d'eau très importantes au printemps. Et c'est cette hydropériode responsable de ces structures de roselières qui seront donc les moins présentes dans les années à venir. Ensuite, il y a un second mode de gestion qui nécessitera inévitablement des adaptations. Ce second mode de gestion, c'est celle qui concerne la remise en eau précoce des sites pour répondre au code de gestion pour l'ouverture de la chasse au gibier d'eau.
Et enfin, c'est important de le dire, parce que là, on a une approche très axée biodiversité, hein, mais il y a aussi un impact notable pour des usagers, notamment les seigneurs, hein, donc pour la fauche du roseau, la productivité des roselières va baisser de par les intrusions salines. Par rapport aux problèmes actuels, effectivement, on a dit qu'il y a un stress anoxique. Ce stress anoxique est engendré par une répétition d'année en année hein, d'une inondation quasi permanente des roselières. Est-ce qu'il y a un effet bénéfique de la répétition des périodes à sec qu'on a identifié dans le cadre du changement climatique? Il faut être vigilant là-dessus parce que, effectivement, même si les ASEC sont favorables à la minéralisation et la matière organique, on a quelques inquiétudes par rapport au prix à payer face au risque de salinisation. Néanmoins, il faut rappeler aussi que ces périodes d'ASEC plus fréquentes vont augmenter les risques d'intrusion saline, modifier la mosaïque à l'échelle régionale et, comme on a dit, induire une modification du potentiel d'accueil. Et enfin, parce qu'il n'y a pas aussi que les oiseaux qui sont concernés ou les autres espèces par cet habitat, on a aussi des usagers. L'impact d'une modification des calendriers de mise en eau, elle aura aussi un impact sur la pisciculture, la cynégétique ou encore la production du roseau. Et dans ce cas-là, ce cas de figure-là, il est important de rappeler qu'on a peur des intrusions salines, certes, mais il ne faudrait pas éviter de faire des ASEC qui aujourd'hui sont nécessaires, on l'a vu sur nos sites, qui s'ouvrent de stress anoxique, parce que le stress anoxique n'est évidemment pas une situation favorable aussi pour ces activités-là. Et donc, pour conclure, en fait, les résultats de ce projet lié au changement climatique nous ont apporté énormément de projections par rapport à la biodiversité, mais nous ont surtout rappelé la nécessité aujourd'hui de travailler main dans la main, gestionnaires mais aussi usagers de ces sites du Conservatoire du littoral, pour réfléchir à l'avenir et au devenir de cet habitat emblématique sur nos zones humides. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Clara, de cette présentation très claire, de toutes les perspectives qu'elle offre, de tout, à la fois aussi des réflexions qu'elle lance individuellement, à la fois chez nos gestionnaires, mais également en interne au conservatoire dans le cadre de sa stratégie à long terme, puisque l'on voit bien ici que votre réflexion a été jusqu'à prédire des zones de repli, au-delà de parler de l'action aujourd'hui des gestionnaires, des actions du plan de gestion 2022. Je n'ai pas noté de questions dans le chat, probablement parce que c'était très bien exposé. Peut-être qu'en attendant que que Marianne se prépare à présenter son diaporama, peux-tu, toi, déjà couper ton partage d'écran pour permettre celui de Marianne? Et puis, Oui. est-ce que dans le chat, éventuellement, un des participants ou une des participantes a une question à relayer? Eh bien, Marianne, je te propose de prendre la parole, de te présenter et puis de partager ton écran. Pascal, Oui. juste, a priori, on avait un souci de paramétrage sur le chat et il n'était pas ouvert à tous. Donc, on a changé, c'est bon. Il y a des gens qui voulaient poser des questions et qui n'ont pas pu. Donc, je suppose qu'ils sont en train de le faire maintenant. Voilà, il y a peut-être une ou deux questions qui vont arriver. On s'excuse du petit souci technique, c'est corrigé. Très bien. Alors, il y a déjà une première question. Tony nous demande, et Clara, tu vas pouvoir y répondre. Y a-t-il un outil comme Marocel sur la façade Manche, à ta connaissance, évidemment? Alors, je peux regarder. Alors, je réfléchis parce qu'effectivement, Marocel, j'ai pas en tête que Marocel soit exclusivement limité au pourtour méditerranéen. À vérifier. En fait, c'est très facile. Vous pouvez aller sur le site de Marocel parce qu'en fait, il y a la possibilité de sélectionner la zone géographique concernée en fait, et les données météorologiques. L'ensemble du jeu de données se met à jour et s'actualise au regard du carré de la maille géographique concernée. Je ne pense pas que ça soit limité sur le pourtour méditerranéen. Ça peut très vite se vérifier sur le site d'accueil de Marocel. Et donc, une deuxième et dernière question de Chloé. Qu'est-ce que tu appelles zone de repli? Est-ce que c'est des parcelles où il serait possible de recréer des roselières en cas de perte totale de fonctionnement de certaines roselières littorales, ou est-ce que c'est autre chose? C'est à peu près ça, c'est-à-dire
par zone de repli, ce sont des secteurs où les conditions donc, de sol, d'hydrologie, de géologie, donc il y a une grosse étude qui a été réalisée notamment au travers de l'analyse de toutes les données cartographiques aujourd'hui disponibles. Donc, ce sont des zones qui, naturellement, pourraient permettre l'accueil des roselières, à condition, effectivement, d'avoir derrière un travail, notamment un faible travail de génie écologique, mais notamment, comme c'est souvent des secteurs agricoles qui ont été identifiés, il faudrait envisager, par exemple, d'enlever les drains. Donc, il y a quand même un peu de génie écologique derrière, mais naturellement, ce sont des zones humides potentielles par rapport aux conditions hydrogéomorphologiques. Et donc, ce qu'on appelait zone de repli, ça devait aussi être dans la périphérie immédiate et garder le caractère littoral de ces roselières. C'est important de le dire, parce qu'on a aussi des roselières à l'intérieur des terres, mais qui n'ont pas les mêmes caractéristiques structurelles que des roselières littorales. Alors ça rejoint une question qui est posée dans le chat. Comment pensez-vous que la migration, entre guillemets, des roselières pourra se faire, ça va trop vite pour moi, pour que je puisse lire, pourra se faire avec le changement climatique naturellement, ou faudra-t-il intervenir pour accompagner et anticiper ce déplacement de la zone humide? Alors ça, c'est une grande question, hein, même de notre côté, hein, qui est encore en cours de réflexion, sur laquelle on a peu de visibilité, parce que, comme je l'ai dit, notre étude, elle est uniquement centrée sur les sites du projet. On manque de connaissances sur qu'est-ce qui va pouvoir se passer en dehors des sites sur lesquels nous, on a travaillé. En tout cas, ce qui est dérangeant, c'est que pour répondre à cette question, c'est qu'une migration naturelle, ça a besoin de temps. Et là, le changement climatique se fait dans un pas de temps qui est effarant. Donc, effectivement, là où on est en train de réfléchir, c'est comme on a identifié des sites sur lesquels on a finalement encore le temps, contrairement à d'autres où malheureusement on observe dès aujourd'hui une intrusion de la lagune dans la roselière et donc une perte de fonctionnalité. L'accompagnement, l'anticipation, elle va se faire aussi aux côtés des gestionnaires pour améliorer le fonctionnement des roselières qui ont beaucoup de temps devant elles par rapport au changement climatique. Mais c'est sûr que d'imaginer une migration naturelle avec un pas de temps si court, ça semble compliqué. D'où l'intérêt de travailler avec de multiples acteurs et également avec les décideurs, les élus, essayer de sensibiliser un maximum de public aux enjeux liés aux zones humides. Merci Clara. J'invite Charlotte, Bernard, Julie à éventuellement tout à l'heure s'inscrire à l'atelier Work Café numéro 2, dans lequel vos questions seront relayées et seront très intéressantes à travailler. En attendant, place à Marianne, et puis écoute, je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, Marianne Debu, je travaille dans l'unité Patrinat au Muséum d'Histoire naturelle. Et donc, je vais vous présenter un indicateur pour évaluer et essayer de prédire l'état écologique d'un site dans un contexte de dépolluérisation. Donc, c'est un travail que nous avons mené dans le cadre du projet LIFE Adapto qui est mené par le Conservatoire du Littoral. Donc, notre indicateur a été développé sur des sites qui ont une structure assez similaire, donc avec une digue qui va séparer d'un côté des habitats d'eau, de vase et de présalé, et de l'autre côté, on aura plutôt des habitats de boisement, de prairies. Et ces sites sont concernés donc, par une problématique de dépolluérisation, donc avec l'idée de faire ou de laisser faire des brèches dans une digue et de voir comment le milieu va évoluer. Et donc, le but de l'indicateur, c'était d'évaluer les conséquences de la dépolluérisation sur la biodiversité, avec plusieurs demandes du Conservatoire du littoral, que ce soit un indicateur facile d'utilisation, même sans connaissance écologique approfondie et sans avoir besoin de données onéreuses, que l'indicateur inclut des notions de diversité, de patrimonialité et de fonctionnalité, et qu'il puisse également être utilisé comme un outil de communication, donc notamment auprès des populations locales qui sont concernées par une telle problématique. Donc, pour répondre à ces différentes demandes, on a développé un indicateur qui est basé sur une approche par habitat. Donc, il n'y a pas de suivi de biodiversité. Donc, l'indicateur va chercher à évaluer le changement de qualité écologique potentielle d'un site entre deux instants donnés. Donc, si la dépolluérisation a déjà eu lieu, ça peut être entre avant et après. Si elle n'est pas encore effective, ça peut être par exemple pour comparer différents scénarios de restauration ou différents horizons temporels. Donc, le principe de l'indicateur est relativement simple. Ça va être de combiner des cartographies d'habitats qui sont dans une typologie définie et donc à au moins deux instants donnés, avec ce qu'on a appelé une matrice de capacité biologique. Et grâce à une moyenne pondérée, on va obtenir un indicateur sous forme de diagramme radar avec plusieurs courbes qui correspondent aux différents instants.
Donc, par exemple, si la dépoldarisation a déjà eu lieu, les instants, ça va être avant et après. Donc, et si la dépoldarisation n'a pas encore eu lieu, ça va être par exemple une cartographie des habitats actuels et une cartographie prédictive des habitats. Donc, pour l'indicateur, il y a besoin de 2 outils. Le premier, c'est les cartographies. Donc, on a besoin de cartographie dans une typologie définie qui est la suivante. On a distingué les habitats d'eau, de vase, les différents niveaux de présalé et les roselières, les dunes blanches et les dunes grises, différents boisements selon leur humidité, des fourrés, différentes prairies selon leur humidité et leur artificialisation, les cultures et les zones de bâti. Et donc ensuite, on a différentes cartographies. Donc pour les cartographies passées et actuelles, ça peut être des cartographies qui existent déjà, ou alors qui peuvent être obtenues par un procédé de télédétection qu'on a développé. En effet, nous, sur certains sites, on avait comme par exemple sur cette image, des cartographies d'habitat, mais qui étaient incomplètes, qui ne couvraient pas tout le site. Donc en fait, on est reparti de ces cartographies partielles avec des orthophotos. On a fait une première couche d'apprentissage, donc des polygones répartis dans tous les habitats du site, qui vont nous permettre de développer un premier modèle à l'échelle du site grâce à un algorithme, donc en l'occurrence Random Forest. Et ensuite, on va créer une nouvelle couche de polygones qui est validée sur le terrain et qui est utilisée pour obtenir une deuxième modélisation qui est là et finale, et donc à l'échelle de tout le site. Donc ça, c'est pour les cartographies actuelles des habitats. Pour les cartographies prédictives, elle va être faite en 2 étapes. Donc tout d'abord, on va construire ce qu'on appelle une matrice de submersion. Donc on va partir d'une cartographie actuelle des habitats et d'une cartographie de submersion actuelle qui nous est fournie par le BRGM, et donc qui va nous donner pour chaque pixel un pourcentage de temps de submersion annuel. Donc la superposition de ces 2 outils va nous permettre de former ce genre de matrice. Donc on a en ligne les différents temps de submersion et en colonne les différents habitats de notre typologie. Et à l'intérieur, on va avoir les proportions de pixels. Donc pour un habitat donné, combien de pixels il a pour chaque temps de submersion. Donc on voit par exemple que les boisements vont avoir quasiment tous leurs pixels pour des temps de submersion nuls. Et à l'inverse, les présalés, on va pouvoir avoir une succession des différents niveaux pour des temps de submersion croissants. Donc après, cette matrice est transformée en la matrice de submersion finale, où on retrouve les différents habitats de la typologie et les différents temps de submersion. Et à chaque intersection, on va avoir l'habitat dans lequel un habitat va se transformer pour un temps de submersion donné. Donc si je prends un exemple, le offshore, on va pouvoir considérer qu'il est maintenu pour ce site pour des temps de submersion entre 0 et 5%. Et donc si les temps de submersion augmentent, ça va nous donner du moyen shore, du bas shore, de la base et de l'eau. Et à l'inverse, si les temps de submersion diminuent, on a fait l'hypothèse que ça nous donnerait des prairies mésophiles. Et donc ensuite, pour obtenir la cartographie prédictive des habitats, on va combiner donc la cartographie actuelle avec cette fois-ci une cartographie des durées de submersion prédictive, qui est aussi fournie par le BRGM. Et grâce à la matrice de submersion qui va nous donner pour un habitat et un temps de submersion l'habitat futur, on va pouvoir obtenir une cartographie prédictive des habitats. Donc sur le site que je vous ai présenté, on a pu réaliser des cartographies prédictives pour 3 horizons, donc, pour lesquels le BRGM avait avait considéré une augmentation, une élévation du niveau de la mer de 20, 40 et 60 cm pour les horizons 2030, 2050 et 2070. Et donc, on a pu mettre en évidence que dans les eaux dépoldarisées, a priori, on pourra s'attendre à un remplacement des prairies mésophiles par du présalé, et donc plutôt des niveaux moyens et offshore aux horizons 2030 et 2050, et un développement plutôt des bas niveaux de présalé à l'horizon 2070. Donc ça, c'était pour les cartographies d'habitat. Et le deuxième outil pour calculer l'indicateur, c'est une matrice de capacité biologique, donc, qui est la suivante. On retrouve toujours en ligne les différents habitats de notre typologie. Et en colonne, on a différents paramètres de diversité, de patrimonialité et de fonctionnalité. Et à chaque intersection de ligne et de colonne, on va avoir une note entre 0 et 3 qui va indiquer si un habitat a une importance nulle à forte pour un paramètre donné. Donc, par exemple, les prairies, on peut s'attendre a priori à une diversité élevée en végétation, alors que les présalés, elles vont être plus faibles. À l'inverse, les présalés sont reconnus pour leur forte séquestration du carbone. Donc, on peut s'attendre à ce qu'ils aient un rôle plus important dans la régulation du climat que les prairies. Donc, cette matrice, elle a été constituée grâce à 2 outils.
Les colonnes de diversité et de patrimonialité ont été faites par expertise, donc grâce à 9 experts de notre unité qui ont chacun rempli la matrice, et ensuite on s'est rencontrés pour discuter les éventuels désaccords. Et la partie de fonctionnalité a été construite par bibliographie, donc à partir de 230 références qui sont elles-mêmes basées sur des données qualitatives ou des données quantitatives, qui pouvaient être par exemple donc, des données chiffrées, des grammes de carbone par mètre carré par an, par exemple pour la séquestration du carbone, des notations par expertise ou alors une estimation monétaire de services écosystémiques. Donc ensuite, pour calculer l'indicateur, on part donc des cartographies d'habitat qui vont donner la superficie des différents habitats à chaque instant. La matrice va nous donner l'importance de chaque habitat pour chaque paramètre. Et grâce à une moyenne pondérée, on obtient l'indicateur sous forme d'un diagramme radar. Donc, on retrouve les différentes courbes qui correspondent aux différents instants. On retrouve les différents paramètres de la matrice. Et on peut mettre en évidence les tendances évolutives des différents paramètres. Donc, par exemple, sur ce site, une dépolarisation, a priori, pourrait entraîner une diminution de la diversité végétale du fait du remplacement de prairies mésophiles qui sont plus riches que les présalés. À l'inverse, on peut s'attendre à une augmentation de la diversité en nectons, donc les poissons et les macrocrustacés, les présalés étant des habitats qui ont un rôle important au niveau de la reproduction et de l'alimentation du necton. On peut également s'attendre à une augmentation de la potentialité en habitats patrimoniaux, comme les présalés sont des habitats patrimoniaux. Et concernant les fonctionnalités, on peut s'attendre à une diminution de la fonction de pollinisation, qui est moins importante au niveau des présalés que des prairies mésophiles. Mais à l'inverse, on va avoir plusieurs fonctions pour lesquelles les présalés ont un rôle qui est important, qui est reconnu, et donc qui pourrait être rempli de manière plus importante. Donc, par exemple, l'atténuation des perturbations physiques avec notamment la diminution de l'énergie des vagues ou la régulation du climat avec la séquestration du carbone. Donc, après, on a calculé cet indicateur pour d'autres sites. Donc, le premier, c'était pour un passage majoritairement d'une prairie à un présalé. Pour un deuxième site, on avait une présence d'eau déjà avant la dépolluérisation, car c'était des anciens bassins piscicoles. Donc là, on a pu mettre en évidence qu'on avait un plus faible changement de diversité végétale, qui peut s'expliquer par le fait que l'eau, on a déjà une diversité qui est limitée. Donc le développement de présalés ne va pas tellement changer à ce niveau-là. Et pareil pour la diversité en nectons, qui a priori pourrait moins changer. En revanche, pour les différentes fonctionnalités, on retrouve la même courbe qui s'explique par le développement de présalés. Et on a également calculé l'indicateur pour un site où on avait plutôt un passage de culture à présalés et roselières. Et donc là, on retrouve à nouveau un faible changement pour la diversité végétale, comme les cultures sont des milieux qui sont plutôt pauvres. En revanche, pour le necton et pour les différentes fonctions, on retrouve une allure similaire au premier graphique qui s'explique toujours par le développement de présalés. Donc, en conclusion, on a développé donc un indicateur de qualité écologique qu'il faut bien garder à l'esprit. C'est une qualité écologique qui est potentielle puisqu'il n'a pas de relevé sur le terrain et donc il ne prend pas en compte des caractéristiques qui vont être propres aussi, donc par exemple sa gestion ou la fragmentation des habitats. Mais c'est un indicateur qui va quand même permettre de mettre en évidence les grandes tendances évolutives de la biodiversité au sein d'un site lors d'une opération de dépolluérisation. Il y a également plusieurs limites qu'il faut garder à l'esprit. Tout d'abord, au niveau des cartographies, donc les éventuelles erreurs d'habitat qui peuvent être faites par la réalisation de cartographies par télédétection, donc, peuvent entraîner des erreurs ensuite au niveau du calcul de l'indicateur. Pour les cartographies prédictives, il faut également garder à l'esprit qu'elles sont basées uniquement sur la submersion et qu'elles ne prennent pas en compte d'autres facteurs comme par exemple la vitesse de l'eau ou le substrat. Il y a également des limites au niveau de la matrice. Certaines cases ont été plus difficiles à remplir car il y a par exemple peu de données pour certains habitats ou certains paramètres de certaines fonctions dans la bibliographie. Et enfin, il y a également une limite au niveau du calcul de l'indicateur puisqu'on suppose une relation linéaire entre l'importance d'un paramètre et la superficie d'un habitat. Donc, ce qui peut être vrai pour certains paramètres comme par exemple la séquestration du carbone, toujours qui est exprimée en grammes de carbone par mètre carré et par an. En revanche, ça peut être plus discutable pour des paramètres comme par exemple de diversité. Il faut également garder à l'esprit qu'il
l'indicateur ne va pas mettre en évidence des changements de cortège d'espèces. Par exemple, il n'y aura pas forcément une grande différence au niveau de la diversité végétale, mais en revanche, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un changement d'espèces lycophytes vers des espèces halophytes. Et enfin, quand on analyse le diagramme radar, c'est important de le faire pour une zone d'étude définie, puisqu'il dépend directement des superficies des habitats et du site. Il faut également avoir en tête le contexte et les objectifs de gestion. On ne pourra pas maximiser tous les paramètres sur le diagramme radar, mais ce n'est pas forcément négatif que certains paramètres diminuent, ça va être fonction des objectifs. Et enfin, c'est important de l'analyser de manière relative, c'est-à-dire qu'une note toute seule n'aura pas de sens, c'est l'évolution de la note entre avant et après dépolarisation qu'il faut regarder. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Marianne. Nous avons quelques questions dans le chat. Alors, il y a déjà une première remarque de Patrick qui te propose comme limite de la méthode la difficulté de modélisation des mouvements sédimentaires. C'est a priori, selon son avis, c'est une première difficulté. Et puis, nous avons Amélie qui nous dit, a priori, la prédiction de l'évolution des habitats ne dépend que de la submersion marine. A-t-on une idée de cette évolution uniquement en lien avec le climat atmosphérique, température, précipitation? Et si oui, on vient de rebasculer. Et si oui, mais voilà, je n'ai plus accès. Et si oui, que donnerait cette évolution en la prenant en compte, elle, et la submersion marine en même temps? Tu veux que je te le relise? Oui, je suis en train de la relire, justement. Je détache la barre du chat. Est-ce qu'on a une idée de l'évolution des habitats uniquement en fonction des températures des précipitations? Alors, c'est sûr que nous, ce n'est pas pris en compte là dans l'indicateur. Donc, comme je l'ai dit, on a pris uniquement en compte le temps de submersion et qui était lui-même directement lié à la montée du niveau des mers. Donc, certes, ça dépend en partie des températures des précipitations, mais on n'a pas pris en compte ces paramètres-là en particulier. Alors, Charlotte nous propose les milieux allant se mariniser. Que faire pour préparer et participer à l'installation des espèces marines ou halophiles? Et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Moi, je pense que les espèces marines, elles vont avoir tendance à s'installer toutes seules du fait de la présence de l'eau salée qui va tuer les espèces non halophiles, justement. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ça va dépendre des objectifs de gestion, c'est propre à chaque site, ça, après. Et puis, tu as Laurent qui te propose la question suivante. Quel protocole est suivi à mettre en place sur les sites déjà dépoldérisés ou remis en eau, entre parenthèses ou en projet, qui pourrait aider à préciser les limites ou valider certains résultats du modèle que vous avez développé? Alors, donc nous, on pourrait, pour les protocoles, essayer de faire les suivis, s'ils n'ont pas pu être faits avant dépolarisation, les faire sur le plus vite possible après. On peut penser que si un relevé est fait en place juste après dépolarisation, il peut être assimilé à des données pré-dépolarisation, justement. Après, éventuellement, essayer de faire des cartographies d'habitat avant dépolarisation par le biais d'orthophotos de vie aérienne qui ont été prises avant. Ça, je pense que c'est également possible. Après, c'est sûr qu'on n'aura jamais la situation avant dépolarisation s'il n'y a pas eu des relevés qui ont été faits avant. Bien, écoute, merci beaucoup, Marianne. En attendant qu'Arthur puisse partager son écran et sa caméra, je vais vous inviter, nous allons vous publier un petit sondage que vous retrouvez lorsque vous activez la barre de menu Zoom en bas, sur lequel on va vous demander, vous poser un certain nombre de questions qui vont apparaître au fil maintenant des interventions et vous pouvez y contribuer. Arthur, je te laisse te présenter et puis nous illustrer un peu ton propos. Alors, bonjour à tous, Arthur Coeur, docteur en biologie de la conservation à l'Université de La Réunion. Alors, dans cette présentation, je vais aborder des travaux qui émanent et qui font suite en partie à ma thèse sur la conservation du gecko vert de Manapani dans les falaises littorales du sud de l'île de La Réunion, en essayant de mettre l'accent sur
cette collaboration entre recherche et gestion. Donc, c'est une présentation que je devais faire avec Nicolas Boulard du Conservatoire du Littoral pour appuyer cet esprit collaboratif, mais qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Alors, pour commencer, rapidement, quelques éléments de contexte sur le site d'études, qui se trouve dans les falaises littorales du sud de l'île de la Réunion, sur la commune de Petite-Île, et qui sont en fait des falaises bordées par un habitat naturel, une fine couche d'habitat naturel d'environ 100 mètres de large et 5 km de long, et qui est vraiment, comme vous voyez sur la photo, acculé contre l'océan par les zones urbanisées et les champs de canne. Et cette fine bande végétale est pour la majorité sous la protection foncière du Conservatoire du Littoral, comme vous voyez ici les zones grisées. Alors, outre ces paysages d'exception, cette falaise abrite une faune et une flore assez remarquables. On a plusieurs espèces végétales indigènes et certaines endémiques. On a aussi 3 espèces d'oiseaux marins nicheurs, le paillen-queue à brun blanc, le nodivrin et la plus grande colonie connue de puffins du Pacifique de l'île. Et on a aussi les dernières populations de geckos verts de Manapani en milieu naturel, dont la majorité se trouve sur les terrains du Conservatoire du Littoral. Et donc, le Conservatoire du Littoral a une grande responsabilité au niveau mondial pour la conservation de cette espèce. Donc, cette biodiversité subit de nombreuses menaces qu'on retrouve dans la plupart des îles du monde. On a tout un cortège de prédateurs exotiques sur le site, les rats, les chats, les souris, les musaraignes, etc. On a aussi la flore exotique qui remplace petit à petit la flore indigène et la destruction des habitats. Alors, il y a des enjeux de conservation importants dans ces falaises, et donc il y a plusieurs programmes de conservation qui incluent diverses actions, la restauration de l'habitat, la lutte contre les prédateurs, le renforcement de population, comme on va voir un petit peu après, couplé à des monitorings pour calibrer et voir si ces actions sont efficaces ou non. Et donc, ça implique en fait ça mobilise différents acteurs, un jeu d'acteurs avec des compétences différentes pour la protection de la nature, les propriétaires, les scientifiques, les financeurs, les opérateurs, qui doivent collaborer pour mener à bien ces programmes de conservation. Alors nous, on va aujourd'hui s'intéresser à la conservation du gecko vert de Manapani dans ces falaises, dont je vais présenter quelques éléments de biologie et d'écologie. Donc, le gecko vert de Manapani, le voici. Là, au stade adulte, vous avez un mâle et une femelle d'environ 13 cm à l'âge adulte. C'est une espèce qui est arboricole, territoriale et diurne, et qui peut vivre jusqu'à 12 ans en captivité. Et c'est une espèce qui est vraiment inféodée dans ces falaises à un type de végétation, la végétation indigène côtière. Par exemple, voilà, c'est fourré à Vakwa et il ne peut pas vivre dans un habitat exotique. Et donc, il présente une très faible mobilité. Donc, pour son état de conservation, c'est une espèce qui est listée en danger critique d'extinction. Vous avez ici son aire de répartition mondiale, répartie en une cinquantaine de petites populations fragmentées, principalement en milieu urbain. Et il reste quelques populations en milieu naturel sur la commune, dans les falaises de Petite-Île, et principalement sur les terrains du Conservatoire du Littoral. Donc, on estime que depuis 1995, on a une chute des effectifs, avec des effectifs max estimés à 5 000 individus, donc des estimations à dire d'experts. Et les principales menaces sont les espèces exotiques envahissantes, la perte d'habitat, et on a aussi un fort déficit de connaissances sur cette espèce qui enraye en fait la mise en place d'une politique de gestion optimale pour cette espèce. Donc l'objectif de ce travail, et une de mes thématiques de thèse, était vraiment d'apporter des solutions de gestion concrètes pour conserver cette espèce dans les falaises du sud de l'île de la Réunion. On a donc conduit des travaux de recherche appliqués à une gestion opérationnelle en essayant de créer une synergie entre les différents acteurs, donc les propriétaires, les chercheurs, les opérateurs. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est un peu cette démarche progressive qu'on a eue, mais aussi itérative, de travaux de recherche jusqu'au montage de projets et à la mise en place d'actions de gestion sur le terrain. Donc, commençons rapidement par les travaux de recherche que je vais vulgariser. Donc, les objectifs principaux étaient de combler les lacunes de connaissances sur cette espèce. En fait, on savait très peu de choses sur les effectifs, les tendances des populations, leur survie,
etc. Et donc, on a comblé ces lacunes de connaissances et avec ces connaissances sur la démographie, on a modélisé l'évolution future des populations pour voir si elles étaient viables dans le temps ou non. Et on a simulé des actions, des scénarios de gestion pour fournir des directives de conservation locale pour avoir une aide à la décision à offrir aux gestionnaires. Alors rapidement, pour les méthodes utilisées, donc on a suivi la plus grande population connue de geckos verts de Manapani en milieu naturel, qui se trouvait sur les terrains du conservatoire du littoral. Donc cette population qui est divisée en deux patchs, et en fait des patchs vraiment présents dans la végétation indigène côtière et séparés par de l'habitat exotique défavorable. Donc on a fait des suivis par capture, marquage, recapture, par photo identification, avec des suivis annuels et mensuels depuis 2015 pour estimer voilà, les effectifs, la survie, le recrutement, le sexe ratio dans ces patchs. On a aussi fait un suivi de la reproduction. Et avec ces informations, on a prédit l'évolution future des populations et surtout, on a modélisé des scénarios de gestion, notamment quand on va voir après un élevage transitoire des jeunes geckos. Alors là, vous avez quelques résultats de ce travail de démographie, avec les résultats du CMR. Vous avez ici le nombre d'individus en fonction des années. En bleu, ce sont les effectifs adultes des mâles, et ici, en rouge, des femelles. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, pour les deux patchs de la population suivie, à partir de 2016, on a une chute drastique des effectifs d'environ 50%. Donc la survie des individus au stade adulte, survie annuelle, de 0,75 pour les mâles et 0,59 pour les femelles. Donc, c'est assez faible pour les femelles. Mais la principale raison de ce déclin est en fait une chute du recrutement, que vous voyez ici par les rectangles rouges, le recrutement femelle et le recrutement de mâles. Donc, le recrutement, c'est le nombre de nouveaux individus qui arrivent au stade adulte. Et donc, en fait, à partir de 2016, on a une chute de ce recrutement qui est corrélée à ce déclin. Et donc, comme on est dans des populations fermées, cette chute de recrutement est en fait liée à une très faible survie des jeunes. En suivant la reproduction, on s'est aperçu qu'il y avait de la reproduction, il y avait des éclosions réussies, mais les individus, après l'éclosion, ne survivaient pas et n'arrivaient pas au stade adulte. Et en fait, on a une population vieillissante qui s'éteint petit à petit. Donc, la survie des jeunes, qu'on a estimée par capture, marquage ou capture, elle est nulle pour les juvéniles de 0 à 1 an et très, très faible pour les subadultes. Donc là, on a identifié les mécanismes démographiques qui amenaient à ce déclin, mais les raisons, les perturbations biotiques et abiotiques sont encore hypothétiques pour expliquer cette très faible survie des jeunes. Est-ce que c'est lié aux prédateurs sur le site? Est-ce que c'est lié à des conditions abiotiques défavorables comme des sécheresses, les cyclones? Est-ce que c'est lié à des problèmes de consanguinité ou même au réchauffement climatique? On a ici, vous voyez, un sexe ratio extrêmement déséquilibré en faveur des mâles. Et chez cette espèce, le sexe à la naissance est déterminé en fonction des températures d'incubation des œufs, avec des mâles produits à des températures élevées et des femelles à des températures basses. Et peut-être que le réchauffement climatique amène à un surplus de production de mâles dans ces populations. Donc avec ces résultats sur la démographie, on a pu modéliser la viabilité des populations. Vous avez ici les probabilités d'extinction sur 20 ans pour les deux patchs, avec un premier scénario sans action de gestion, ici en bleu, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas dans les populations. Et ce qu'on voit, c'est que si on n'intervient pas, les risques d'extinction sont extrêmement élevés à court terme, sur 20 ans, supérieurs à 70%. Et donc, dans l'état de la situation, au fait qu'on est en une situation d'urgence et qu'on ait encore une compréhension incomplète du système, on ne connaît pas encore les perturbations responsables de ce déclin, on a proposé de mettre en place un élevage transitoire des jeunes geckos qui consistait en fait à prélever juste après l'éclosion les jeunes dans l'environnement, à les élever en milieu contrôlé pour augmenter artificiellement leur survie qui a été très faible dans le milieu naturel, puis à les relâcher au stade adulte où la survie était un peu meilleure. Donc on a modélisé ça, vous voyez ici la courbe orange, c'est si on fait un an d'élevage, donc un prélèvement. Ici en vert, c'est 5 ans d'élevage, 10 ans et 20 ans d'élevage. Et ce qu'on voit, c'est que si l'élevage est continu, les probabilités d'extinction sont extrêmement faibles. Et donc, c'est à ce moment de ces résultats que j'ai obtenus qu'on a contacté les différents opérateurs, les différents gestionnaires, notamment le conservateur du littoral, pour se réunir autour de la table et pour voir
si un projet d'élevage était réalisable. Donc après, c'est un peu le Conservatoire du littoral qui a pris la main pour monter ce projet élevage, donc qui a mobilisé différents acteurs, donc le Conservatoire du littoral, avec des financements européens et de l'État, avec des partenaires, donc notamment la DEAL, parce qu'il a fallu des dérogations, la DAF, l'université, et l'opérateur qui met en place cette action de gestion, c'est l'association Nature Océan Indien. Et donc, ce montage de projet s'est fait extrêmement rapidement. En 6 mois, les sources de financement ont pu être débloquées pour répondre à l'urgence de la situation. Et donc, une fois les financements obtenus, l'action de gestion a pu être concrétisée. Donc, c'est réalisé par l'association Nature Océan Indien et notamment Marcus Roche, qui est responsable de cet élevage. Donc, il y a une première phase de prélèvement des jeunes individus. Vous voyez ici, en fait, c'est des sites de ponte entourés de filets et les jeunes ont été récoltés juste après l'éclosion. Après les prélèvements, il y a une phase de captivité, donc en milieu contrôlé, en exoterrarium, jusqu'au stade adulte pour augmenter artificiellement la survie. Et puis, une fois arrivé au stade adulte, des individus ont commencé à être relâchés cette année et ça va continuer. Donc pour l'instant, c'est vraiment une réussite, ce projet. Parmi les 40 individus qui ont été prélevés, il n'y a eu aucune mortalité, donc ça a permis de sauver de la mortalité 40 individus. Donc voilà, là, je vous ai présenté un peu le projet d'urgence pour conserver cette espèce, mais en parallèle de ce projet élevage, il y a plusieurs mesures de fond pour la conservation de ce gecko. Il y a le projet Littoréab qui vise à restaurer l'habitat de cette espèce, porté par le Conservatoire du littoral. Il y a le projet LUT de l'association Nature Océan Indien pour lutter contre les prédateurs de cette espèce dans ces falaises. Et un programme un peu plus de recherche, un programme CREM, porté par l'Université de La Réunion et l'UMR PVMT, qui vise à faire des analyses génétiques et démographiques, notamment pour voir s'il y a de la structuration génétique dans ces populations et des problèmes de consanguinité. Donc rapidement, là, on va faire un petit focus sur le projet Littoréab, porté par le Conservatoire du littoral. Donc un projet, comme je l'ai dit, de restauration de l'habitat qui a visé à restaurer 6 hectares d'habitat favorable dans ces falaises sur les terrains du conservatoire, qui consistait à lutter contre les pestes végétales, à replanter des espèces indigènes favorables au gecko. Et donc, pareil, ça a mobilisé plusieurs acteurs, le CBNM, le Conservatoire du littoral, Biotope, la CEOR, NOI et l'ONF. Donc, rapidement, quelques cartes pour illustrer ce projet de restauration écologique. Donc, vous voyez, ici, on est dans les falaises de Petite-Île, sur les terrains du conservatoire, avec les falaises qui ont été délimitées en mailles de 1 hectare. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu certaines contraintes durant ce projet de restauration, puisque en plus des populations de geckos, il y avait aussi des nids d'oiseaux marins, notamment de puffins du Pacifique. Et donc, il y a eu un vrai travail de dentelle qui a été fait pour identifier ces zones d'occurrence de présence de puffins du Pacifique et pour essayer de ne pas les perturber la reproduction. Donc, vous voyez ici un peu les zones assurées, les zones en couleur, c'est vraiment là où il y a eu de la restauration écologique. Donc, pour conclure, ce travail, notamment le projet élevage, montre que la collaboration entre la recherche et la gestion peut vraiment mener à des programmes de gestion efficaces et semble très importante pour mener à bien des programmes de conservation et qu'elle est aussi fructueuse pour l'ensemble des parties prenantes. Par exemple, pour les scientifiques, avec ces projets, ces recherches, puis le projet élevage, ça a permis d'acquérir de nombreuses connaissances et donc qui ont été vulgarisées, qui ont été valorisées par des articles scientifiques. Ça a permis de débloquer des financements avec la création d'emplois et ça a permis de mettre en place des mesures de gestion sur le terrain. Ce travail montre aussi que les travaux de recherche permettent vraiment d'offrir une aide à la décision aux gestionnaires pour avoir des programmes de conservation pertinents. On a acquis de nombreuses connaissances et savoir-faire avec les projets élevage et le projet CREM avec la génétique. Et il faut savoir que ce projet élevage est pour l'instant une opération vraiment pilote. Il faut savoir que c'est une première mondiale sur une espèce de FEDJMA, un projet d'élevage. Et pour l'instant, il est de petite ampleur sur seulement une population. Et il faudra réfléchir avec les acquis à réfléchir à penser à un élevage de plus grande ampleur sur plus de populations
avec des populations sources, des populations puits, et peut-être aussi de la reproduction en captivité pour vraiment faire un excédent d'individus et répondre aux défis de conservation actuels de cette espèce. Et enfin, ces projets montrent que face aux défis de conservation, pour conserver une espèce en danger critique d'extinction, qu'il était vraiment nécessaire de trouver un gestionnaire du site qui puisse mobiliser des sources de financement pérennes et à long terme, parce que des petits projets de conservation de 1 ou 2 ans ne peuvent pas faire répondre à ce défi de conservation actuel. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et si vous voulez plus de renseignements sur ces travaux, il y a ma thèse qui est disponible sur Internet. Merci. Alors, Arthur, tu as quelques questions qui sont arrivées dans le chat. La première, c'est Bernard qui te la pose. Quelles sont les conséquences écologiques, mais aussi sociales, de la perte des individus de l'espèce en question? Quel rôle joue-t-elle dans le biotope de cette petite île? Qui s'en alarme en dehors des protecteurs, des chercheurs et des experts? Alors, tout d'abord, pour les rôles écologiques, c'est une espèce qui va polliniser vraiment l'ensemble des plantes et qui va participer en fait aussi à la protection de son habitat. Et c'est un rôle aussi trophique dans l'environnement, ça mange des insectes, etc. Après, qui s'intéresse à la conservation, actuellement, il y a l'association Nature. Il faut savoir qu'il y a peu d'espèces vraiment endémiques et qui sont en danger, enfin un peu. Pour les reptiles, il y en a peu. Et donc, vraiment, le Gecko-vert de Manapani, c'est un peu une icône, ça a même le nom d'une ville, Manapani à La Réunion. Et donc, c'est un grand intérêt aussi au niveau social dans le sud sauvage de cette conservation. Et il y a la vulgarisation aussi qui est beaucoup faite par Nature Océan Indien sur cette conservation. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Alors, non, je vais t'en donner d'autres. Julien te propose la question suivante. Avez-vous travaillé sur le rétablissement du sexe ratio en contrôlant la température dans le cadre du projet d'élevage? Oui, c'est une question très intéressante parce que la température, le sexe à la naissance est température dépendante. Donc, il faut savoir que là, on fait un projet d'élevage, on fait uniquement un élevage temporaire, c'est-à-dire qu'on prélève après l'éclosion les individus, on les élève en captivité, puis on les relâche. C'est vraiment une opération pilote pour l'instant, d'urgence. Et après, une réflexion qui pourrait être amenée sur la table, c'est vraiment de faire de la reproduction en captivité, c'est-à-dire modifier artificiellement le sexe ratio en diminuant les températures d'incubation des œufs pour faire vraiment un surplus de production de femelles qui sont vraiment très importants pour la démographie de ces populations. Et donc, tu as une dernière salve de questions de Michel qui te demande « Merci pour la présentation qui est très claire et les actions menées par tous. Ce Phezulma occupe manifestement une ère très relictuelle. Que sait-on de son ère passée, son ère géographique de distribution et les raisons qui ont conduit au rétrécissement de cette ère? Et se pourrait-il que le processus d'extinction en phase finale ait des causes finalement naturelles ?» Oui, alors pour la répartition, il y a deux hypothèses qui se basent en fait sur la répartition des espèces sœurs sur l'île Maurice, notamment Phezulma ornata. Donc on pense, la première hypothèse, on pense qu'en fait il avait une répartition un peu plus large. Alors toujours dans ces habitats semi-xénophiles, en fait, la forêt semi-sèche, mais dans tout l'ouest de la Réunion et dans le sud. Et il y a une deuxième hypothèse qui dit que peut-être. Donc la première hypothèse, elle se base en fait sur on a trouvé des restes de coquilles en fait calcaires qui se collent sur les parois et en fait qui restent de nombreuses années. Et après, la deuxième hypothèse de répartition, c'est peut-être que depuis toujours, cette espèce en fait a une aire de répartition restreinte. Après, ce qui a mené au fait qu'elle soit une espèce en danger critique d'extinction aujourd'hui, c'est la perte d'habitat. C'est une espèce qui est vraiment inféodée à un type d'habitat, la végétation indigène côtière dans ces falaises. Et aujourd'hui, c'est l'un des habitats les plus menacés à La Réunion. Et donc, en fait, la perte d'habitat a mené à la perte de cette espèce. Et après, bien sûr, on a d'autres hypothèses. Donc, il y a de nombreux prédateurs sur le site, voilà, les rats, les chats, etc. Et peut-être aussi les conditions abiotiques qui sont défavorables, des sécheresses, des cyclones, etc. Merci beaucoup, Arthur. Pendant que Mathilde va nous partager son écran et nous placer en position de Work Café, je vous diffuse deux petits résultats des sondages que nous avons lancés. Donc, il y avait, à votre avis, l'étude présentée par l'ADENA
C'est l'illustration numéro 1. Est-elle transposable aux façades atlantiques et Manche-Mer du Nord? La moitié d'entre vous répondent que vous ne savez pas si c'est possible, mais 42% d'entre vous répondent que oui. Donc, je pense que Clara sera très intéressée par ce résultat-là, de manière à pouvoir mettre en place une phase 3 qui pourrait être une extension à l'échelle nationale. Et puis enfin, le deuxième petit sondage, c'était: souhaiteriez-vous être formé à l'utilisation de l'IQE littoral et le mettre en œuvre sur votre site naturel? Eh bien, c'est 63% d'entre vous qui répondent oui. Et là, je suppose que notre amie Marianne sera fortement intéressée. Et je vous l'annonce, il y a bien des sessions de formation qui sont prévues, je crois, en fin 2022 et 2023. Alors, je vais vous proposer maintenant de basculer sur un temps. Vous allez devoir, Adrien va vous proposer d'être dirigé sur 3 salles de travail avec chacune un animateur ou une animatrice. Vous allez travailler pendant 30 minutes autour d'un tableau blanc dont le lien va vous être diffusé lorsque vous serez en salle de réunion. Le premier World Café concerne en gros la philosophie de la sauvegarde sur un quoi qu'il en coûte, et c'est Jade qui va vous animer cette séance-là. Le deuxième World Café, c'est l'adaptation de la biodiversité littorale sur quel type de scénario, et c'est moi-même qui vais officier. Et puis le troisième World Café, ça tournera autour de la libre évolution ou de solutions alternatives que nous pourrions proposer pour l'adaptation de la biodiversité littorale, et c'est Patrick Bazin qui sera votre animateur. Ces 3 séances-là, vous allez donc choisir votre question, si possible, en essayant de vous répartir le plus possible. Et puis, à l'issue de ces 30 minutes, nous allons nous rejoindre ici en plénière et chacun des 3 animateurs et animatrices vont vous rapporter les échanges avant que nous nous quittions. Voilà, je vous propose de passer dans le choix de votre salle d'atelier en fonction, en gros, de la thématique qui vous intéresse. À tout à l'heure, il est très exactement 15h10. Je vous propose qu'on se retrouve à 15h40, 42 maximum. À tout à l'heure. Eh bien, merci. Je crois que nous avons récupéré, pas tout le monde, mais une grande partie. Peut-être que certains des participants avaient d'autres tâches ou peut-être que simplement l'exercice du tableau et des post-it les a définitivement fait fuir. Je vais inviter notre animatrice préférée du Wok Café numéro 1, Jade, à prendre la parole, à éventuellement partager son écran pour nous afficher son tableau blanc et en 5 minutes, nous faire une petite restitution des travaux qui ont été menés au sein de ton atelier. Est-ce que tu peux juste nous rappeler la question pour que tout le monde puisse savoir de quoi vous avez traité? Merci. Alors, tout à fait. J'ai juste un problème énorme d'affichage technique. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà, bon, je change d'écran, pardon. Alors nous, la question était la suivante. Philosophiquement, qu'est-ce qui justifie de devoir se donner les moyens de sauver une espèce ou un habitat dont la population est au bord de l'extinction dans un quoi qu'il en coûte? Et on s'est attaché dans notre groupe à essayer de constituer un argumentaire pour répondre à cette question-là et de voir quelles étaient les difficultés qui se présentaient. Je vais vous partager le mur de post-it et essayer de vous le restituer de façon la plus concise possible. Voilà, je pense que le partage d'écran est effectif. Oui, c'est bon pour vous? Ok. Donc bon, en fait, merci. ouais, la première chose qu'on s'est dit, c'était qu'effectivement, on considérait que l'homme avait une responsabilité directe finalement dans un certain nombre d'extinctions et qu'il fallait quand même pas voir les choses de manière fictiste. Et Clara l'avait bien précisé dans son intervention, c'est que les évolutions, elles ont évolué, les espèces, les habitats ont évolué de tout temps au fil des ères glaciaires. Mais là, nous, l'homme est arrivé et quand on parle de changement climatique, on parle de ce que l'on a pu produire comme effet sur les espèces et les habitats. Et en ce sens, on a une responsabilité. On a une responsabilité et on a quelque part un devoir d'assumer une part de cette extinction. Donc, pourquoi finalement on serait amené à protéger telle ou telle espèce?
en tant qu'homme, on a une vision très utilitariste des choses et on se dit telle ou telle espèce assure une fonction qui nous intéresse. Au niveau des zones humides, on l'a vu, l'épuration, et ça peut être des raisons pour lesquelles on va décider finalement quelque part à tout prix d'intervenir et de protéger. Ensuite, alors on l'a vu. Autre chose qui est apparue dans la présentation qui a été faite sur le GECO, c'est l'aspect culturel, l'attachement que les populations peuvent avoir finalement à telle ou telle espèce. Au-delà de l'attachement, on peut aussi parler du symbole. On a des espèces phares sur lesquelles une population va être attachée, même tout un chacun. Le WWF, son étendard finalement, c'est le panda. Et le panda, il y a des fonds pour le protéger. Et ça a un intérêt. Pourquoi? Parce que la population est sensible et on a une forme d'adhésion de la population pour la protection de la biodiversité. Donc, de façon indirecte, ce n'est pas tant l'intérêt de protéger plutôt une espèce qu'une autre, mais c'est d'atteindre une forme d'adhésion de la population. Alors, on peut protéger aussi parce qu'on ne sait pas de quoi ça ferait l'avenir. Et si aujourd'hui, le gecko est en voie de disparition sur le sud de la Réunion parce que son habitat n'est plus là, on peut s'interroger sur le fait que l'habitat, qu'on retrouve les conditions propices à un habitat plus tard, mais néanmoins, en conserver une population peut avoir son intérêt pour pouvoir, à l'avenir, permettre à cette population, entre guillemets, de pouvoir s'épanouir ailleurs. On s'est aussi dit que dans les protections un peu ciblées, il fallait être très attentif au fait d'être dans une forme d'hétérogénéité, de ne pas axer que sur les mammifères. C'est important de vraiment être sur le vivant. Il fonctionne parce qu'il y a une grande diversité, donc d'être attentif à cette diversité-là. Alors les faiblesses, celle qui vient spontanément et qui est sans doute apparue à un certain nombre d'entre vous, c'est le coût. Le coût, évidemment, protéger, faire un élevage de gecko en l'occurrence, ça a un coût pour le collectif, pour la société, et donc ça pose la question on ne peut pas tout protéger, on ne peut pas donc lesquels on favorise entre guillemets par rapport à d'autres, et ça pose des questions auxquelles aujourd'hui on ne sait pas répondre. Ensuite, dans les faiblesses, on s'est dit le portage qu'il peut y avoir au niveau des politiques publiques aujourd'hui, il est faible, il est orienté, il est voilà les raisons pour lesquelles on va s'orienter plus sur le gecko que sur une autre espèce, elles sont sans doute discutables. Et oui, une autre des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est le temps qui nous reste. Aujourd'hui, le changement climatique est violent et rapide. Et est-ce qu'on est capable, à notre échelle, aujourd'hui, quand on voit comment les mouvements les évolutions sont fortes, est-ce que finalement, avec ce que l'on met en œuvre, on arrivera à nos fins, c'est-à-dire à protéger les fragmités, à permettre au gecko de retrouver, que sa population réaugmente. Voilà. Donc, il y avait la question du pas de temps. Il y a eu plein d'autres choses que je n'ai pas forcément pu m'approprier complètement. Ce que j'espère, c'est qu'on laissera l'occasion aux personnes qui ont participé à cet atelier de s'exprimer éventuellement un petit peu, ou pas. Oui, on peut éventuellement prendre une ou deux réactions à ton propos, évidemment, pour jauger de la fidélité de ton rapportage. Écoutez, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Voilà. Pour ce qui est des échanges qu'on a eus, pour moi, je pense avoir fait le tour. Ok, il y a pas mal de choses, effectivement. Y a-t-il des réactions? Alors, Bernard te dit très bien, Jade. Donc, a priori, tu as été fidèle, au moins pour Bernard. D'autres réactions? Clara, parfait, Jade, super restitution. Donc, tu vois, finalement, il n'y a pas d'apport complémentaire. Non, mais Bernard, est-il objectif vis-à-vis de Jade? C'est une question. Mais ce n'est pas le même Bernard, je crois. C'est pas le même Bernard, c'est Bernard Martin. Et donc, mais tous les Bernards aiment Jade. En fait, ça. Patrick, je te propose, alors Jade, de départager ton écran, et finalement Patrick, qui était donc sur le World Café 3, de prendre la parole avant que moi je le fasse, pour varier un peu
le monologue que je fais. Ah bon, j'ai retenu donc de notre échange sur la question de quels seraient les argumentaires à développer pour justifier d'une trajectoire de libre évolution dans un objectif d'adaptation, et en face de ces argumentaires, quelles sont d'autres alternatives. Sur les argumentaires, il y a évidemment une logique très simple de coût, c'est-à-dire que la libre évolution est en principe un mode de gestion assez peu coûteux. On a noté aussi que la libre évolution présente des avantages, en tout cas à première vue, de résilience face au changement. C'est-à-dire que les habitats naturels, lorsqu'ils sont soumis aux évolutions liées au changement climatique notamment, ont une capacité à s'adapter. Et donc, cette résilience naturelle, la libre évolution permet de la laisser s'exprimer, de ne pas la bloquer artificiellement. On a également noté comme argumentaire que certains habitats naturels littoraux sont par essence liés à cette libre évolution et que le fait de laisser en libre évolution leur permet d'exister, alors que dans un territoire extrêmement, contrôlé par l'homme, forcément, elle n'existe pas. On peut parler, par exemple, des dunes mobiles, qui sont relativement rares maintenant. Et puis, il y a même eu comme argument le fait de dire que la protection de la nature, c'est aussi la préservation de son caractère évolutif. Donc, englober de façon philosophique, disons, la libre évolution dans le concept de protection de la nature. Il y a également une considération liée, par exemple, à des habitats plus pionniers, qui sont des enjeux de préservation qui nécessitent en général justement une intervention assez forte. Et paradoxalement, on pourrait dire que la libre évolution, puisqu'elle rebat les cartes de façon périodique, permet l'apparition d'habitats pionniers. Et donc une sorte de garantie pour ces habitats-là. Et enfin, deux petits arguments complémentaires. La libre évolution est une façon de créer une trame écologique. Et toute surface en libre évolution est en fait un corridor en soi qui favorise le déplacement des espèces, qui facilite en tout cas cette migration naturelle. Et le dernier argument, il est plus culturel, c'est que la libre évolution, notamment littorale, produit des paysages qui ont une qualité esthétique, une ambiance en soi intéressante. Merci Patrick. Alors attends, parce que je n'ai pas parlé des alternatives. C'est vrai. Alors, il me faut parler des alternatives en 3 mots. Disons qu'il y a un premier constat sur les alternatives, c'est que si on considère que la libre évolution est un état naturel où l'homme n'intervient pas ou peu, immédiatement apparaît la problématique de quelle est la place de l'homme. Et donc, une alternative immédiate, c'est faire un mix entre protection de la nature et la présence humaine, parce que si la libre évolution, disons de façon systématique, c'est la négation de l'homme. Et à ce moment-là, on a le fait que déjà d'un point de vue de l'acceptabilité sociale de ce concept, il faut une place à l'homme. Et puis, il y a des activités humaines qui participent en fait à la préservation d'habitats naturels, et donc ce n'est pas forcément antinomique. Et on a parlé un peu de la conchyliculture, par exemple, qui produit des paysages et peut entretenir un certain nombre d'habitats d'intérêt. Après, il y a la question technique. La question technique, c'est que finalement, si on parle de protection de la nature, il y a des interventions qui peuvent être, disons, structurelles, c'est-à-dire le fait de configurer un certain nombre de choses, y compris de façon assez forte, d'intervenir assez fortement,
mais pour ensuite laisser les évolutions se faire, mais dans un cadre qui favorise un meilleur accompagnement des changements ou une meilleure trajectoire. Il y a aussi dans les alternatives techniques le fait de sélectionner en fait les habitats qui méritent la libre évolution, dans lesquels elle sera plus pertinente, soit en zonant par des corridors écologiques, soit en sélectionnant les habitats qui sont les plus menacés par les évolutions liées au changement. Et puis, il y a des alternatives techniques également, enfin des outils qui sont proposés, par exemple, de flécher un certain nombre de mesures compensatoires pour restaurer les habitats à proximité des sites détériorés, proches du rivage, et puis utiliser les espaces qui seront libérés par la relocalisation d'intérêts humains. C'est-à-dire que si on décide de délocaliser, de relocaliser des habitats urbains qui seraient menacés par la submersion, ces zones-là peuvent être des zones, disons, plus à considérer en priorité pour reconstituer des espaces favorables à la biodiversité. Et enfin, l'autre alternative, la dernière que je citerai, c'est le fait au lieu de laisser cette libre évolution se faire par elle-même, l'organiser de façon un petit peu scientifique en déplaçant les habitats par des transitions de l'avant vers l'arrière. Chose qui n'est pas complètement exclusive d'ailleurs de la libre évolution, puisqu'on peut, dans le même esprit de configurer le territoire pour ensuite y laisser l'expression de la libre évolution, dans un esprit de translation des habitats vers l'arrière littoral. C'est également une suggestion qui a été faite. Voilà, j'en ai terminé et évidemment, les participants à cet atelier peuvent commenter ou compléter. Alors, juste avant les compléments de tes participants, parce que vous avez vraiment fortement travaillé, il y a un très grand fan de Jade qui vous conseille de la littérature, que je vous recommande aussi de la même manière. Et donc, vous le trouvez dans le blog discussion, les petites références qu'un autre Bernard vous recommande. Est-ce que les participants aux côtés de Patrick ont des réactions par rapport à ces propos, des compléments, des appréciations ? On va voir si tu bats Jade en nombre de fans, en fait, Patrick. Alors, écoute, a priori, je n'ai pas de réaction. Je vais proposer à Adrien de partager le lien vers mon Jamboard, puisque je vais faire la restitution donc, du groupe numéro 2, où nous devions, pour notre part, travailler à partir des différents scénarios d'évolution possibles des habitats littoraux, finalement, quels étaient les critères pertinents qui nous permettraient de faire un choix vers l'un ou l'autre des scénarios qui étaient proposés. Finalement, on s'est retrouvé un peu, c'était un atelier assez complexe, puisque derrière les mots, tout le monde n'avait pas les mêmes choses sur les scénarios. Et donc, je vous ai colorisé les post-it avec notamment les verts. Les verts, c'est finalement les grands critères thématiques qui seraient à prendre en compte. Notamment l'un qui, alors vous voyez, on a ajouté les plus, nous, pour dire finalement ceux qui nous semblaient les plus importants. Et donc, les ronds sont les 3 que l'on a sélectionnés. Donc, finalement, à trop vouloir résister peut mener à des non-sens écologiques. Beaucoup de moyens émetteurs de CO2 pour conserver un habitat tel quel. Donc, ça, c'est un peu un élément que chacun d'entre nous, chacun de nos gestionnaires ou propriétaires devrait avoir en tête, et qu'il faut mieux parfois s'adapter ou reculer plutôt que de vouloir résister. Alors, c'est un des grands préceptes du programme Adapto du Conservatoire, mais quelque part, c'est également valide finalement au plan de la biodiversité. Un autre élément important, c'était de bien vouloir considérer le rôle, la fonctionnalité écologique de l'habitat qui était considéré avant de pouvoir évaluer un peu les scénarios. Et puis finalement, l'idée, c'était de reprendre ça
au sens de, finalement, quels sont les gains et quelles sont les pertes que l'on doit considérer. Et finalement, travailler beaucoup plus sur les gains que les pertes serait finalement une priorité, tout comme la nécessité d'adopter des politiques publiques, puisque finalement, dans un des éléments de débat qu'il y a eu au sein de notre groupe, c'était de se dire que le littoral était un espace extrêmement dynamique. Patrick l'a rappelé tout à l'heure, finalement, on est dans quelque chose où la libre évolution est quasiment de mise sur cette interface terre-mer, au moins dans une frange particulière, et qu'il vaudrait mieux travailler et viser la fonctionnalité, l'évolution des processus naturels, plutôt que d'être dans des politiques qui sont plus ou moins fixistes, de manière naturelle et historique. On pense à Natura 2000 et au DOCOB, on pense aux listes de protection, et que hiérarchiser les enjeux de biodiversité finalement au sein d'un document de gestion, c'était une vision qui pouvait s'avérer finalement pas pertinente sur le long terme, que ça permettait peut-être de faire des choix de court terme de manière à mettre la nature sur des rails, mais que redonner un espace de liberté au processus était finalement peut-être la meilleure façon de leur permettre de reculer ou tout simplement d'assumer une disparition complète. Alors, il y a eu plein d'éléments. Pour tout vous dire, c'était un peu compliqué pour moi de m'approprier l'ensemble des choses, mais on a noté que dans la partie résistance, le mot résilience est venu interférer, et qu'on s'est aussi dit que travailler sur la résilience des espèces et des habitats, c'était un axe d'importance, qu'il fallait peut-être que la recherche nous aide sur ces aspects-là, et que réhabiliter finalement des fonctions, des fonctionnalités essentielles des écosystèmes en reconfigurant des activités anthropiques qui les impactent, ça peut être aussi un des axes d'intervention plutôt que d'intervenir sur l'habitat et l'espèce en lui-même, mais travailler sur les impacts. Et donc on pense à l'imperméabilisation, aux apports exogènes et d'eau douce, enfin aux apports d'espèces invasives, tout ce qui entrave l'apport d'eau douce pour les roselières sous influence saline. Enfin voilà, il y avait un certain nombre d'exemples. Et donc c'était un axe pour lequel moi je n'avais pas du tout imaginé qu'on puisse comme ça le mettre en œuvre. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Je vous propose, en tout cas mes co-participants, de réagir. Alors, Patrick, tu as des réactions finalement qui sont arrivées pendant que je commençais à parler. On te dit que c'était très bien, très complet. Parfait, merci pour cette restitution. Voilà. Merci Juliette, je ne suis pas sûr d'avoir été très clair. Adrien, tu nous départages l'écran? Merci. Michel, pas mal. Merci beaucoup. Le temps est venu. Alors, je ne sais pas si on a un résultat du dernier sondage qui vous a été lancé ou si vous avez eu le temps d'y répondre, puisque moi, je n'y ai pas accès totalement. Est-ce qu'éventuellement, notre back-office peut prendre la parole et nous donner quelques résultats avant que l'on puisse clore ce webinaire? On a 10 minutes de retard, ce qui finalement n'est pas si mal par rapport au travail que nous avions prévu. Alors, on n'entend pas notre back-office. Les soucis de la technique. Écoutez, je vous propose… Ah, si, vas-y. Nous avons vu les résultats. Ah, d'accord. Écoutez, moi, ça ne s'affiche pas pour moi, donc tant mieux. Pascal, on les a sous les yeux. OK. En tout cas, les résultats de la dernière question. Oui. Voilà, je vous la répète, à votre avis, quel scénario est à privilégier dans l'action du Conservatoire du littoral pour permettre l'adaptation de la biodiversité littorale aux défis de demain? Et donc, on a une question qui arrive une réponse qui arrive bien en avance dans les sondages avec 68% des votes, qui est une gestion adaptative qui permet le recul transitoire vers un lieu de repositionnement arrière littoral. D'accord. Eh bien, écoute, c'est une donnée d'importance pour la réactualisation de notre stratégie d'intervention à long terme. Et il va falloir qu'on travaille sur ce roulement vers l'arrière et permettre ce roulement vers l'arrière. Merci de votre participation. Je vous invite dans les prochains jours à vous inscrire pour la suite de cet atelier numéro 4 sur la partie 2
dédié à la biodiversité. Vous allez recevoir le lien. C'est prévu pour le 24 mars. Et je vous annonce d'ores et déjà que, a priori, le 14 juin prochain, il vous faut sanctuariser cette date dans vos agendas puisqu'on aura le dernier atelier lié au webinaire autour d'une synthèse et d'une conclusion qui va parler des territoires. Probablement qu'il y aura un format hybride entre un présentiel et un mix. Et donc, nous vous confirmerons ça très rapidement. Merci aux intervenants, merci aux participants, merci à nos animateurs préférés, à notre back-office sans qui nous n'aurions pas fait grand-chose aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Rendez-vous le 24 mars. À bientôt. Au revoir tout le monde.